La gastronomie est aujourd'hui un art reconnu et célébré dans le monde entier. Les chefs qui la pratiquent au plus haut niveau sont devenus de véritables stars. Et si le métissage de multiples cuisines est de plus en plus encouragé, le modèle français reste une référence incontournable et le passage obligé de tout apprentissage. Cette situation semble avoir toujours existé. Mais en réalité, elle est en grande partie l'œuvre d'un petit cuisinier provençal au destin exceptionnel. Pour les chefs du monde entier, Auguste Escoffier est une légende. Et son fantôme bienveillant hante encore aujourd'hui les plus hauts lieux de la gastronomie mondiale. Escoffier, c'est notre parrain. Il a passé la cuisine dans une autre ère. Tout ce que le mot chef évoque aujourd'hui, on le doit en grande partie à Escoffier. C'est notre Bible, c'est notre maître, c'est notre référent. Pour moi, Escoffier reste un modèle et Escoffier reste vivant dans mon approche culinaire. Témoin des bouleversements spectaculaires de la société de son époque, il a tranquillement révolutionné l'univers de la restauration pour l'adapter à l'ère nouvelle dont il voyait l'avènement. Auguste Escoffier a consacré sa vie à installer au cœur de l'époque moderne un rêve très français, celui d'une cuisine qui se hisserait au rang des beaux-arts et dont les chefs jouiraient du prestige et de la liberté de création réservés aux grands artistes. Pourquoi ai-je appris le métier de cuisinier? Ce n'était pas ce dont j'avais rêvé. Mon désir était de devenir sculpteur, parce que jeune, les beaux-arts m'attiraient. Malheureusement, je dus renoncer à suivre cette voie. Placé comme commis dès l'âge de 13 ans chez un oncle restaurateur à Nice, Auguste en a 19 lorsqu'il part tenter sa chance à la capitale. Il a déjà acquis toutes les bases de son métier, jusqu'à diriger les cuisines de l'établissement où il travaille. Mais il a aussi compris à quelle place cette profession le destinait dans la société du Second Empire. En ce temps-là, le métier de cuisinier était peu considéré dans la société mondaine. Pourtant, cela n'aurait pas dû être le cas. Car la cuisine est une science et un art, et l'homme qui met tout son cœur à satisfaire son semblable mérite d'être considéré. Le jeune Auguste rêve du prestige dont jouissait au siècle précédent le premier cuisinier à porter le nom de chef et à revendiquer un statut d'artiste. Le légendaire Antonin Carême, cuisinier de Talleyrand. Bien plus que la cuisine, c'est l'idée d'art culinaire qui l'inspire. Recommandé par un client auprès du chef du Petit Moulin Rouge, un établissement à la renommée grandissante, il espère enfin rencontrer à Paris l'esprit des maîtres dont il brûle de suivre les traces. On peut dire qu'Auguste a de la chance parce que quand il arrive à Paris, il a à peu près 20 ans, en 1865, c'est le moment où il faut y être pour sa génération. C'est l'apothéose du Second Empire, un régime moderniste, autoritaire aussi, populiste, on peut dire le mot, mais qui marche du feu de Dieu. Donc c'est vraiment un moment assez excitant. Depuis le coup d'État de Napoléon III, la France a entamé sa révolution industrielle et développe son empire colonial. Toutes les classes de la société s'enrichissent.
les chantiers du baron Haussmann donnent un nouveau visage à Paris. Les fêtes de la princesse Eugénie éblouissent l'Europe. Toute l'aristocratie s'y précipite. Elle y côtoie les représentants d'une grande bourgeoisie et d'une classe intellectuelle en plein essor. Au Palais Royal, sur les grands boulevards, et maintenant autour des Champs-Élysées, une quantité de restaurants se disputent cette clientèle huppée de princes et d'artistes, de dandys et de banquiers. Paris est vraiment le centre d'un certain monde, d'un monde hédoniste aussi, puisque le Gai Paris, c'est ça. La vie parisienne, c'est pile à ce moment-là. Et le petit Escoffier est là, il apprend, il regarde, il écoute. Il est évidemment dans un petit rôle, mais il est au centre, il est dans le quartier des Champs-Élysées. Le Petit Moulin Rouge est un cabaret mondain très en vogue, situé sur l'actuelle avenue Franklin Roosevelt. On y vient pour sa cuisine, mais aussi surtout pour y être vu. En principe, aucune femme respectable ne se risque alors au restaurant. Celles qui fréquentent l'endroit sont soit des artistes, soit celles qu'on appelle à l'époque demi-mondaines. Ce sont les restaurants pour la haute société. On y retrouve donc l'aristocratie qui amorce un déclin mais en douceur. Il y a les artistes qui se montrent de plus en plus. Et puis il y a le demi-monde qu'aiment bien fréquenter les grands-ducs russes, Galitzine et compagnie, aussi le futur roi d'Angleterre, Édouard, le prince de Galles. Le dîner est alors une affaire de plusieurs heures et la clientèle du Petit Moulin Rouge apprécie une cuisine démonstrative, prestigieuse, copieuse. Mais l'envers du décor va rapidement doucher l'enthousiasme du jeune Auguste. L'ambiance en cuisine est encore plus terrible que tout ce qu'il a connu et détesté pendant sa formation à Nice. Le chef, Ulysse Rouault, règne sur ses troupes en maître rustre et brutal. Pour garder les plats chauds, il interdit l'ouverture des fenêtres. On commence à mieux connaître les conditions de travail de cuisine qui, pendant longtemps, n'intéressaient pas du tout les historiens. Ce sont des conditions quand même très dures, liées à un équipement assez violent, où le charbon de bois joue encore un grand rôle. Le plus grand chef, le chef des princes, Antonin Carême, est mort quasiment empoisonné par les émanations de charbon de bois. Auguste y reprend son apprentissage au bas de l'échelle, comme commis rôtisseur. C'est un monde d'hommes qui se heurtent, qui crient, qui gueulent, qui se frappent. Il faut tenir la chaleur, il faut tenir le rythme, le stress de ce qu'on va appeler le coup de feu. Donc c'est loin d'être un paradis, ça ressemble quand même plutôt à l'enfer. Il ne faut pas oublier que c'est une époque où l'alcoolisme durcit encore ce métier. Ce sont des caractères et en même temps des forces de la nature, parce que c'est des conditions de travail qui sont abominables. Auguste, lui, ne boit pas et ne fume pas pour préserver son palais. Il observe les gestes, les tours de main, et très rapidement, il grimpe dans la hiérarchie.
18 mois après son arrivée, il est déjà chef de garde-manger. Escoffier va arriver dans un poste très modeste dans l'équipe et finalement on va repérer sa finesse, son érudition, parce que c'est quand même quelqu'un qui lisait beaucoup, et on va s'apercevoir qu'il peut avoir des compétences et avoir cette capacité aussi à diriger des collaborateurs. Allez chercher les champignons pour la farce, s'il vous plaît. C'était quand même un travail d'adoubage où on allait aider un commis qu'on repérait, qui avait des compétences et qu'on allait faire monter dans la brigade. En 1867, à 2 pas du Petit Moulin Rouge, se tient la seconde exposition universelle à Paris d'art et d'industrie. Elle est tout entière dédiée au progrès et à l'organisation rationnelle du travail. C'est la seconde exposition universelle de Paris. C'est la plus ambitieuse, avec une gigantesque halle qui prétend rendre compte de la totalité de la production de l'époque. Et c'est une sorte de résumé de la modernité. C'est la preuve que nous sommes dans le monde moderne, que la technique va tout résoudre. On est quand même dans une époque où se fonde l'industrie moderne et la rationalité moderne. À Auguste, elle confirme ce qu'il ressentait comme une évidence. Pour que la gastronomie puisse s'élever au niveau des beaux-arts, il est grand temps que le vent de ce progrès souffle aussi en cuisine. À 22 ans, il a déjà été promu chef saucier, traditionnellement le second de cuisine. Mais malgré le respect qu'il a pour la cuisine d'Ulysse Rouault, il ne supporte plus les conditions dans lesquelles elle voit le jour. Les commis font nombre de pas inutiles. Les tables de préparation sont trop hautes ou trop basses. L'éclairage est déficient. Les casseroles sont des instruments de maison bourgeoise, mal adaptés au service de 200 couverts. Sans parler des rivalités entre les marmitons, les aides-cuisiniers, les serveurs, les maîtres d'hôtel. Rien n'est fonctionnel. Il faudrait tout repenser. Escoffier a été le premier à se dire c'est pas possible de vivre dans des conditions de travail telles que ça, on ne doit pas être à la guerre tous les jours, ce n'est pas possible, donc il faut trouver d'autres solutions. Le 19 juillet 1870, la France de Napoléon III déclare la guerre à la Prusse d'Otto von Bismarck. Auguste est mobilisé en tant que chef des cuisines au quartier général de l'armée du Rhin. Dans Metz, assiégé par les Prussiens, il développe des trésors d'imagination pour accommoder les chevaux de cavalerie que l'on sacrifie peu à peu. Prisonnier comme 150 000 autres soldats, il est affecté en cuisine auprès de l'état-major en captivité du maréchal MacMahon. La France capitule et Auguste libéré rentre à Paris au moment où débute l'insurrection de la Commune. Deux mois plus tard, elle est écrasée dans un bain de sang. Auguste a besoin de repos. Le colonel comte de Waldner lui propose de diriger les cuisines de sa maison à Ville d'Avray. Il y restera plus d'1 an. Il y découvre l'art de reproduire en cire les fleurs naturelles, auquel il consacrera quelques années plus tard son premier livre. Pendant ce temps, à Paris, l'activité a déjà repris. Les étrangers sont de retour et la direction du Petit Moulin Rouge lui propose alors le poste de chef de cuisine. Il n'a que 27 ans. La concassée est presque prête, hein. Pour se faire respecter en tant que chef, il reprend l'exemple de Carême et s'achète la plus haute toque qu'il peut trouver. Messieurs, s'il vous plaît. Elle va devenir l'apanage des chefs et leur valoir le surnom de Gros Bonnet.
vais demander de tous vous rassembler ici. Pour ses ouvriers, il sera désormais Monsieur Escoffier. Et autour de ses fourneaux, alcool et tabac seront interdits. Sa première préoccupation est d'instaurer dans sa cuisine un climat plus calme et respectueux. Indispensable, selon lui, à une pratique plus créative du métier. C'est pas le chef qui fait le coup de poing, et il est plus dans l'art de convaincre que dans l'art de vaincre. Et ça fait un management qui diffuse vraiment et qui permet aux équipes de se sentir adhérer à l'esprit. Pas oublier qu'on va parler d'Escoffier d'années, de décennie en décennie, parce qu'on adhère à sa philosophie de travail, pas uniquement à son style de cuisine. On a pratiquement l'adhésion à un leader. On finira sur les huîtres plus tard. J'aimerais que vous lanciez le poisson maintenant, parce qu'il y a besoin de 3/4 d'heure de cuisson à peu près. Donc, C'est à Escoffier qu'on devrait le changement de nom de celui qui transmet les commandes, qui s'appelait un aboyeur, qui deviendrait un annonceur. Bon, ça paraît un détail, mais ça donne quand même une idée de ce qu'il va introduire peu à peu comme règle nouvelle du jeu des cuisines. Table 4, 2 couverts, une quenelle de brochet, pommes de terre anglaise et un filet de cabillaud. Ce travail qui était harassant, très difficile, finalement, il est rentré dans la cuisine et il a dit mais est-ce qu'on ne pourrait pas le faire de manière un peu plus démocratique, un peu plus humain? Je pense que sa cuisine était faite à base de ça, ce qu'il était, c'est-à-dire écouter les gens, leur parler, les prendre un peu sous son aile, comme on dit. Il avait cette capacité d'écoute et de repérer les meilleurs dans la brigade. Si on doit reconnaître quelque chose de fort à Escoffier, c'est qu'il sait s'entourer. Et un bon chef, c'est quelqu'un qui sait s'entourer. je vais le lancer au bain-marie. Chez Monsieur Escoffier, le calme et la retenue sont exigés. L'argot professionnel et la vulgarité sont bannis. Mais il insiste aussi sur la tenue de ses ouvriers et la propreté durant le travail. Je veux pas qu'il manque quelque chose. En plein cœur de Londres, l'école de cuisine du Westminster Kingsway College a été fondée en 1910 sous le patronage d'Auguste pour former à cette nouvelle philosophie de cuisine les premières générations de chefs modernes. Car peu à peu, toutes ces règles se sont imposées dans tous les établissements haut de gamme du monde. Paul Jervis, lui-même issu de cette école, y dirige aujourd'hui le programme de formation des chefs. Pour nous, en tant qu'école de cuisine, Auguste Escoffier est notre parrain. On ne peut pas lui échapper. Il est lié à la structure même de la cuisine, à tous les systèmes qui permettent aux cuisines de fonctionner. Sans Escoffier, ce serait le chaos. Par exemple, le fait d'avoir imposé l'uniforme pour que tout le monde ait la même image, c'est incroyable comme ça change tout. Dès qu'on est en tenue, on se comporte un peu différemment. Auguste s'était promis de tout faire pour changer le statut des cuisiniers dans la société. Il cherchait à modifier leur image, à commencer par celle qu'ils avaient d'eux-mêmes. Quand on travaillait dans la brigade d'Escoffier, on était un cuisinier d'élite et l'image d'Escoffier devait être vécue dans la brigade, mais aussi devait diffuser à l'extérieur de la brigade. Dans l'héritage d'Escoffier, on pourrait garder que la partie cuisine. Eh bien, il nous laisse aussi, vous n'êtes pas des roufiats, vous n'êtes pas une main-d'œuvre corvéable à merci. Vous êtes des ouvriers d'élite. Et ça, c'est
toute l'approche du compagnonnage. Cet artisan qu'est Auguste Escoffier a envie que les gens qui travaillent dans son environnement deviennent des hommes libres et épanouis, et comme lui, deviennent des chefs connus et reconnus. À Paris, depuis l'arrivée d'Auguste à la tête de ses cuisines, le petit Moulin Rouge ne désemplit pas. Le prince de Galles y dîne en compagnie de Léon Gambetta. On y voit Patrice MacMahon, désormais président de la République. On y croise également Sarah Bernard et son professeur de gravure, Gustave Doré. George Sand, bravant les conventions, refusant le restaurant aux femmes. Et toujours les sulfureuses Cora Pearl et Blanche Dantigny et leur cohorte d'admirateurs. En coulisses, Auguste est parvenu à imposer l'ambiance qu'il souhaitait. Et il a commencé à développer les principes et les bases techniques de sa vision personnelle de la cuisine, le futur socle de la gastronomie moderne. Pour nous, les cuisiniers, il a amené la légèreté. L'essence de la cuisine française, c'est vrai que c'est le rôtissage et la sauce. La sauce, c'est l'excellence française, encore de nos jours, et c'est très très important. Et c'est là l'intérêt de la révolution qu'Escoffier a apporté justement, c'est qu'il a conservé l'essence du goût de la sauce, mais en l'allégeant. Pour parvenir à ce résultat, il a rationalisé le processus de fabrication des sauces traditionnelles en recherchant la précision des goûts et des textures. Escoffier a commencé à faire des réductions. Voilà. Ce qui dit réduction, c'est-à-dire c'est concentration du goût, et surtout c'était une concentration pour le goût et une concentration pour la texture. Il n'y ramenait pas un rajout de liaison. Alors c'était lié très légèrement, mais par rapport à ce qu'il faisait avant, il avait réduit ça pratiquement de 80%, ce qui a amené de l'onctuosité, de la légèreté. Inspiré peut-être par les travaux des chimistes de son époque, comme Dimitri Mendeleïev, qui vient tout juste de proposer sa classification périodique des éléments, il réorganise les très nombreuses sauces de la cuisine française en fonction de leur base commune. Escoffier dit, pour faire un jus ou un fond de veau, il me faudra 6 kilos de paleron de veau et 10 litres d'eau. Vous voyez que la répartition et la répartition des saveurs dans ce bouillon, il est extrêmement concentré. Et finalement, ça fait un bouillon de base et un fond de base extraordinaire avec lequel on va pouvoir faire dériver une quarantaine de sauces. À partir de réductions, les fonds de sauce ou fumets, il élabore des sauces mères, elles-mêmes déclinables en une infinité de sauces dérivées, par ajout d'herbes, d'épices, de légumes, de condiments différents. C'est un système culinaire entièrement nouveau qu'il propose, basé sur des principes de construction et de reproductibilité. J'ai compris une chose d'Escoffier, la cuisine, sans cesser d'être un art, devra soumettre ses formules trop souvent empiriques à la science. Et c'est cet homme de science qui m'a interpellé, cet homme qui s'ouvrait à son époque, mais aux générations à venir aussi. Your first stage, your white roux, is used for what? Okay, béchamel. What would you use béchamel for? Il n'a pas rogné l'histoire, bien au contraire. Il a eu l'intelligence d'alléger l'histoire culinaire. Il a eu l'intelligence d'y apporter voilà, le goût de son époque. Les progrès de l'époque en matière d'hygiène et de conservation l'amènent également à changer les règles de cuisson telles qu'elles existaient jusqu'alors. L'évolution qu'il y a aussi, c'est d'arrêter les surcuissons, d'arrêter tout ce qu'on pouvait appeler les marinades très puissantes, d'arrêter tout ce qui était mortifié. Tout ça c'était lourd, tout ça c'était engoncé, surcuit, mal cuit, parce que il fallait... La peur, avant Escoffier, quand on se nourrissait, c'était d'être malade par ce qu'on mangeait. Donc il fallait surcuire les choses. Lui a une vision différente. Il a dit le produit a déjà la saveur naturellement, si on choisit un bon produit. Donc essayons de le dénaturer au minimum pour qu'on ressente
l'essence du produit brut. On retrouve des saveurs saines, des saveurs simples, les saveurs naturelles du produit. En fait, c'est l'ensemble du patrimoine gastronomique français qu'Auguste entreprend de remodeler selon ses nouveaux principes. Il fallait être sans doute très intelligent et très ouvert, mais surtout très fort de caractère pour arriver à faire bouger ce mastodonte qu'est la gastronomie française, pour faire comprendre aux gens que l'évolution et la reconnaissance de la France, point de vue gastronomie, passerait par une évolution. Mais Auguste garde aussi à l'esprit le destinataire de sa cuisine. Il a compris que sa clientèle était avant tout friande de nouveautés et d'attention particulière, dédiée. Il va donc chercher à personnaliser ses plats et prendre l'habitude de les accompagner en salle pour les présenter à ses hôtes de marque. Monsieur Escoffier, dites-nous tout. Il s'agit d'un fouetté de crème désignée, le tout sur un lit de fraises d'Espagne, recouvert de fines tranches de pain normand grillées à la menthe effilée. Quel talent! Quelle créativité! C'est un artiste, monsieur Escoffier. Le cuisinier de cette époque-là était un cuisinier qui était assez réservé, assez pudique et qui restait dans leur cuisine, on ne les voyait pas. Lui, s'est ouvert. Et il s'est nourri des autres. L'importance d'un vrai chef, c'est de pouvoir sortir de sa cuisine et de venir discuter avec sa clientèle. Et ça, c'est réservé aux plus grands. Ce sera le cas d'Escoffier, qui peut aller voir la plus grande star de l'époque, l'équivalent des rockstars d'aujourd'hui, qui serait par exemple la Melba ou la Patti, les grandes cantatrices, le créateur du rôle de Cyrano de Bergerac, Coquelin, donc vraiment des superstars, dirait-on aujourd'hui. Escoffier sort des cuisines et va parler avec eux. À ses clients et clientes les plus prestigieux, il commence à dédier les créations qui lui inspirent. Et par ses attentions, il s'attache déjà à l'amitié fidèle de certains. Sarah Bernard, pour les contemporains, c'est quand même la vedette absolue. Quand elle entre évidemment dans un restaurant, chez Escoffier, tout le monde est à ses genoux. Et Escoffier est fasciné par elle, discute avec elle. Je connaissais le culte de Sarah Bernard pour la timbale de riz de veau aux nouilles fraîches, liée par une purée de foie gras agrémentée de lamelles de truffes. J'ai eu plusieurs fois l'occasion de la lui préparer moi-même pour satisfaire son caprice. C'est à cette fameuse timbale que je dois l'amitié qu'elle n'a cessé de me témoigner depuis. À 30 ans, la carrière d'Auguste est lancée. Il ouvre à Cannes le Faisan Doré, un traiteur avec salle de restauration, et épouse Delphine Dafis, avec qui il aura 3 enfants. 8 ans plus tard, c'est un homme mûr, tranquillement installé dans la vie, qui se rend à Monte-Carlo pour un rendez-vous. Entre-temps, il a revendu le Faisan Doré et poursuivi ses recherches culinaires en tant que directeur de la maison Chevet à Paris, puis comme chef de cuisine au Casino de Boulogne. Il vient aussi tout juste de participer à la création d'une nouvelle revue, L'Art culinaire. Mais à Monte-Carlo, l'attend la rencontre qui va donner une toute autre dimension à sa vision gastronomique. Le développement du chemin de fer en Europe a entraîné l'apparition d'un phénomène nouveau, le tourisme. Il n'est encore l'apanage que de quelques très grands privilégiés. L'aristocratie internationale, et très vite les nouveaux magnats du commerce et de l'industrie, prennent l'habitude d'établir leur quartier d'hiver sur le littoral français pour profiter de la douceur du climat. Pour accueillir cette clientèle, aux moyens quasi illimités, un nouveau concept d'hôtellerie se développe, le Palace. Des entrepreneurs audacieux
bâtissent des établissements gigantesques, remarquablement situés, offrant un niveau de service équivalent, voire supérieur, à celui des palais auxquels leur clientèle est habituée. César Ritz est un des tout premiers à avoir saisi cette tendance. Hôtelier et entrepreneur suisse, il dirige à Monte-Carlo et à Lucerne 2 palaces où se croisent les personnages les plus influents de l'Ancien et du Nouveau Monde. L'inévitable prince de Galles et sa mère la reine Victoria, l'impératrice Élisabeth d'Autriche, la célèbre Sissi, les grands-ducs de Russie, mais aussi les nouveaux rois de la finance et de l'industrie américaine. Des millionnaires sud-africains et des potentats orientaux. Vous avez des monarchies qui jettent leur dernier feu, l'Empire russe, l'Empire austro-hongrois, pourquoi pas l'Empire ottoman aussi, parce que tout ça est un peu exotique, éventuellement, mais c'est grosso modo la même société. Et puis, cette bourgeoisie montante des affaires, vous avez des gens qui ont les deux casquettes, les Rothschild par exemple, c'est à la fois une bourgeoisie, c'est une haute bourgeoisie d'affaires, mais en même temps aussi, ils sont barons de Rothschild, hein, ils sont devenus barons. Ritz a très tôt compris l'importance cruciale du restaurant dans le succès de ce type d'établissement. Aussi, quand son chef le quitte en recommandant M. Escoffier, avec qui il a travaillé au Petit Moulin Rouge, il organise rapidement une rencontre. Enchanté de faire votre connaissance. Pareillement. Souhaitez-vous que nous nous installions en terrasse? Il fait si bon aujourd'hui. Quand on lit les mémoires de César Ritz, il y a de longs passages sur la rencontre avec Auguste Escoffier. Et quand on lit ce qu'écrit Escoffier sur César Ritz, on sent bien qu'entre les deux hommes, il n'y a pas une rivalité, mais il y a un sens commun de la réussite. Il faut leur faire vivre des moments exceptionnels. Ritz impressionne Auguste par son élégance, son aisance et sa démesure. César perçoit immédiatement qu'Escoffier est porteur d'une vision à la fois artistique et rationnelle, parfaitement en phase avec sa propre conception de l'hospitalité. C'est le début d'une amitié qui va marquer l'histoire de la restauration. Ce qui me plaît, c'est qu'on commence à rêver déjà à la lecture. Ritz incarnera l'hôtellerie, Escoffier la gastronomie. Et de leur talent conjugué va naître l'archétype du palace. Tous deux ont remarqué l'importance croissante des femmes dans la société aristocratique et cultivée de l'époque. Et c'est en les plaçant au centre de leurs préoccupations qu'ils vont bâtir le succès de leurs établissements. César Ritz et Auguste Escoffier ont ouvert les portes aux femmes, notamment c'est très joliment décrit par Escoffier en pensant aux éclairages, par exemple, qui flattaient la beauté des femmes. Tout était pensé pour elles. Ils vont faire du restaurant le cœur de leur scénographie. Ils définissent de nouveaux codes et choisissent la verrerie, la porcelaine, l'argenterie et les tissus auxquels nous sommes aujourd'hui habitués. Il est metteur en scène, c'est essentiel. Dans un restaurant, je pense qu'encore aujourd'hui, la qualité de ce qu'il y a dans l'assiette est évidemment le juge de paix final, mais le service, l'accueil, pourquoi pas le décor, ce n'est pas du tout négligeable, et ça, Escoffier, aidé par Ritz, l'avait bien compris. Ils imposent au personnel une gestuelle et des tenues qui sont depuis devenues indissociables de l'idée de haute cuisine. Et le service devient un ballet spectaculaire, chorégraphié avec soin, pour un maximum d'efficacité et d'élégance. En parfaite cohérence avec le projet d'Auguste de faire de l'ensemble du repas un moment exclusif, privilégié, unique. Bonsoir mesdames, bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur. Je vous laisse prendre connaissance du menu que le chef vous a préparé ce soir. Si vous avez la... Auguste Escoffier, c'est une vision holistique de la gastronomie. Donc il comprend que la cuisine n'est pas, encore une fois,
une capacité à assembler entre eux des ingrédients. Si on ne crée pas un univers autour, si on ne crée pas toute une fantasmagorie autour, eh bien, il n'y aura pas d'émotion. Je vais pas manger tout ça. Cette expérience débutera désormais dès la lecture du menu. On va leur faire un peu de place dans nos corsets. Escoffier, c'est évident qu'il aime les mots. Peut-être autant qu'il aime les mets. Je l'imagine prendre plaisir à préparer son menu et à le lire, à y trouver un rythme, à y trouver des couleurs, à y trouver une musicalité. Velouté léger de poulet, paillettes aux amandes grillées. Le rêve de Katinka. Il s'amuse avec ses intitulés, des dédicaces, des références à des personnages historiques, des jolies formules. Soufflé de parmesan à la périgourdine, fraise au curaçao, fleurette chantilly, sablier noix, café mode oriental. Vieille fine champagne. Ces menus prennent la forme d'une gourmandise spirituelle, souvent calligraphiée à l'encre violette par Escoffier lui-même. Un plat sur 4 y est dédié à une héroïne de l'époque. Merci. Consommer Isabelle, de France, princesse de Guise. Consommer Hélène, de France, princesse d'Aoste. Poulard d'Adeline Apathy. Mignonnette de Caille Rachel. Salade Réjeanne. Jusque-là, dans l'histoire de la cuisine et l'héritage de Carême, on avait des appellations très lourdes, assez indigestes, il faut le dire. On ne comprenait pas très bien ce qu'on allait manger. Et lui, donc, s'amuse à la fois jouer avec les mots, y ajouter une forme de poésie et d'esthétisme littéraire, et d'en faire quelque chose de plus compréhensible et appétissant. En cuisine, pour la première fois, Auguste peut laisser libre cours à son inspiration. Pour pouvoir servir ses plats à la bonne température, il les simplifie et supprime les artifices de présentation qui dominaient à l'époque de Carême ou de Gouffé. C'est désormais par son contenu que chaque plat devient une œuvre. La composition et les couleurs évoquent un petit tableau, une aquarelle minutieuse. Et il dit bien que ce n'est pas parce qu'on simplifie que ça ne peut pas être beau, et que donc il est dans une quête d'une simplicité de bon goût. Si ça, c'est pas absolument moderne. Même si les plats sont en général servis à l'assiette, la préoccupation esthétique du dressage est aujourd'hui une composante à part entière de l'art culinaire et de la formation des chefs. Elle est même devenue une forme de signature. Auguste avait compris qu'on ne mange pas qu'avec notre bouche, qu'il y a la précision dans l'assiette, le plaisir de voir la nourriture, d'anticiper son goût. Et puis les odeurs, qui vous emmènent un cran plus loin. Les matières, les couleurs, la disposition. Tout cela joue un rôle crucial dans l'ensemble de l'expérience. Il y a toujours un moment où les jeunes chefs ont cette révélation, et ça peut prendre des années. C'est aussi une affaire d'émotion. Et c'est quand tout fonctionne ensemble que l'on peut créer un plat parfait.
le modèle du chef artiste, c'est un modèle français. C'est pas une cuisine chère, très raffinée, pleine de truffes, etc. Non, c'est une cuisine signée. Ça, c'est complètement français. C'est ça, la distinction française. C'est l'idée que l'artiste, c'est aussi le chef, et le chef, c'est aussi un artiste. Ça, c'est un virus que nous avons passé à l'ensemble de la planète aujourd'hui. Pendant 6 ans, Ritz, Escoffier et leurs équipes vont ainsi alterner les hivers à Monte-Carlo et les étés à Lucerne, au service de la même clientèle qui désormais les suit et dont la satisfaction nourrit leur réputation. Jusqu'à ce qu'un de leurs clients, impressionné par leur réussite, leur propose un nouveau défi d'une ampleur inédite: conquérir Londres. En 1890, c'est la ville la plus peuplée, la plus riche et la plus active de la planète. Elle est l'incarnation de la modernité à l'échelle mondiale et est en train de devenir la plaque tournante entre le vieux monde et le nouveau. Londres va jouer le rôle d'un extraordinaire tremplin pour les nouvelles propositions culinaires d'Auguste. C'était une ville énorme, bien plus grande que Paris ou que New York. On pouvait tout y faire, tout y acheter, tout y trouver, mais il n'y avait aucun endroit où sortir dîner. À Nice, Paris, New York, si vous vouliez manger avec vos amis, les recevoir, vous pouviez aller au restaurant. À Londres, on invitait les gens chez soi ou à son club. C'était un peu le désert en matière de restauration. Richard D'Oyly-Carte est alors le propriétaire du Savoy Theatre, le plus en vue des théâtres londoniens. Grâce aux bénéfices des opérettes de Gilbert et Sullivan qui ne quittent pas l'affiche, il a fait construire le Savoy Hotel. C'est le plus grand et le plus moderne des hôtels de Londres. Mais le succès se fait attendre. C'était un endroit extraordinaire. Et pour couronner le tout, D'Oyly-Carte tenait à ouvrir un restaurant qui apporterait un peu de Paris, un peu de Monte-Carlo, un peu de tout ce glamour en plein cœur de Londres. Alors, il a pratiquement signé un chèque en blanc à Ritz pour qu'il vienne à Londres tout organiser. Auguste et César investissent les lieux en 1890. Le Savoy est le premier palace de la capitale britannique, le premier bâtiment public au monde à être éclairé à l'électricité et à disposer d'ascenseurs électriques, le premier hôtel à équiper la majorité de ses chambres de salle de bain. Ritz se fait fort d'y attirer la clientèle la plus en vue, à la suite notamment du fidèle prince de Galles. Mais pour Escoffier, le défi est colossal. Les hôtels de Monte-Carlo et de Lucerne étaient grands, mais pas gigantesques. Au Savoy, il était face à quelque chose de vraiment énorme, conçu pour accueillir des banquets de plusieurs centaines de convives. Auguste va devoir se confronter à un débit sans équivalent dans le monde. Le service dépasse les 500 couverts, et le rythme de la capitale anglaise est frénétique. Fabrice Lannon est depuis peu le nouveau chef du Savoy. Il a précédemment œuvré à Dubaï, Istanbul, Marrakech et Singapour. Mais en arrivant ici, il a découvert le même défi qu'Auguste. On parle en général de 1000 couverts par jour et on fait à peu près 600 repas pour le personnel tous les jours. Donc les volumes, c'est énorme. C'est pas juste quelqu'un qui peut faire ça. C'est pas moi, c'est pas... Non, c'est une équipe de personnes. Donc on est quand même ici 130 actuellement. Auguste, lui, avait fait venir à Londres une équipe de 80 cuisiniers, déjà formés à son école. Mais très vite, il comprend qu'il lui faut changer totalement l'organisation même du travail pour que la qualité des plats ne soit pas affectée par le rythme auquel il faut les produire.
Il met alors en place ce qu'on appelle le système des brigades. Une répartition très précise et très hiérarchisée du travail, qui reste aujourd'hui encore la référence dans toutes les cuisines du monde. Avant, la cuisine était un peu anarchique. Tout le monde faisait tout et n'importe quoi. C'était, voilà, je mettais la sauce, mais en même temps, je faisais le légume et tout ça. Donc, il a réussi à diviser ça. Donc, ça a été une des plus grosses transformations de la cuisine. C'est d'avoir fait ces parties où les gens s'occupaient d'une chose spécifique. Chaque partie sera désormais responsable de la préparation et du traitement d'un type bien précis de produit ou d'ingrédients. Si tu fais 15 choses en même temps, tu maîtrises moins bien. Mais par contre, si tu te prends sur un produit, sur le poisson, quelque chose, tu deviens, comme on dit, le chef de partie de ça et tu te l'appropries et je pense que tu le fais beaucoup mieux. Donc ça, il l'a vraiment créé dans les cuisines. Sous les ordres du chef de cuisine et de son second, travailleront donc désormais un chef saucier et ses commis, un chef de partie poissonnerie, responsable des poissons et des fruits de mer, une partie rôtisserie, entièrement consacrée à la cuisson des viandes, un garde-manger qui s'occupe des entrées et des buffets froids, ainsi que de la préparation des viandes et charcuteries. Un entremétier et son équipe, qui cuisineront les légumes et les entremets. Et une partie dirigée par un chef pâtissier. Les plats sont ensuite assemblés en combinant ces éléments préparés simultanément. Le gain de temps est spectaculaire et la qualité reste irréprochable. Tout arrivait en même temps, sans à-coups, sur le pass, où Escoffier disait « c'est bon » et le plat partait. Ce système permettait de fournir des plats en continu, presque comme à la chaîne. Et ainsi, il pouvait sortir 500 couverts très rapidement, très efficacement et surtout avec une qualité constante. Cette approche rationnelle de l'organisation du travail est très proche de celle qui allait être théorisée aux États-Unis par Frederick Winslow Taylor, puis mise en pratique dans les usines d'Henry Ford. C'est comme si Escoffier avait emprunté sans les connaître certains des principes très modernes qui apparaissaient en Amérique à l'époque et qu'il les avait appliqués en cuisine. Les cuisines avaient toujours dû fonctionner un peu comme de petites usines. C'est pas encore Taylor, hein, mais c'est déjà d'une certaine façon du taylorisme sans le dire. On comprend bien que tout ça, c'est une façade de palais et c'est une réalité industrielle, mais de grand niveau. Il faut que ce soit organisé. C'est indispensable pour servir au même moment toute une table. C'est tout un art. C'est aussi la naissance d'une conception nouvelle du rôle de chef de cuisine. Au-delà de leur seul tour de main, ils deviennent les maîtres d'œuvre d'un travail collectif. Donc le chef, c'est un chef d'orchestre qui va arriver à mettre tout ça ensemble. C'est quelqu'un qui doit être aimé et qui doit aimer les autres. Ça, c'est très important. Je pense que la cuisine ne se fait pas sans être aimée et sans aimer. Mais il doit désormais assumer aussi les fonctions d'un chef d'entreprise au sens le plus moderne.
Savoy, on donne à Auguste Escoffier un budget. Et on lui dit, il va falloir gérer. Là, on lui a demandé de devenir un chef et un chef d'entreprise. Et quand vous êtes chef d'entreprise, il faut être capable d'aller chercher des signaux faibles du devenir de votre métier. Comment vous allez manager vos équipes, comment ce management va évoluer, comment vous allez construire la cuisine de demain. Et je pense que c'est ça ce qu'il a fait. C'est qu'il est passé dans une autre ère, il a passé la cuisine dans une autre ère. Le monde en rapide mutation, dont Londres est alors le centre, confronte Auguste à un autre défi. Le rythme frénétique des affaires laisse à ses clients beaucoup moins de temps pour la digestion. Et sous l'impulsion des dandys, de nouveaux modèles d'élégance s'imposent dans la haute société. Qui comprend que dans cette société, on ne mangera plus de la même façon qu'entre le déjeuner et le dîner, il y a encore quelques heures de travail, enfin tout ça. Escoffier comprend la société et observe la société dans laquelle il est. Il va reprendre un principe de base de l'Antiquité grecque. Qu'est-ce que la cuisine? Plaisir, bien-être, santé. Et effectivement, l'approche santé, l'approche nutrition, Escoffier, il va pas tarder à s'en rendre compte et il va l'imposer. Pour répondre aux nouvelles préoccupations diététiques de l'époque, Auguste va consacrer beaucoup de temps à la conception d'un nouveau type de menu. L'évolution, elle est là. C'est qu'on est passé de menus hyper roboratifs, hyper traditionnels, à des menus très modernes. Donc il a réussi à y mettre un peu, je dirais, de magie et surtout d'arriver à trouver un équilibre entre entrée, plat, dessert, même si à l'époque encore, il y avait quand même encore 4, 5 plats. Il faut savoir quand même qu'on est passé de 30 à 5, 6 plats. Et donc de trouver l'équilibre, voilà, l'équilibre nutritionnel, l'équilibre gustatif dans les menus. Au Savoy, l'artiste Escoffier est en représentation tous les soirs. Et avec l'appui de clients aussi prestigieux que le prince de Galles, il s'autorise toutes les audaces. Il a fait manger lors d'un buffet pour 600 personnes des cuisses de grenouille froides dans une gelée qu'il a appelée nymphe à l'aurore. Mais c'est magnifique, c'est littéraire. On est en plein dans une fantasmagorie de la cuisse de grenouille. Mais au final, s'il voulait faire manger des grenouilles, c'était pas par provocation ou quoi, c'est parce qu'il était convaincu que c'était un mets délicieux et qu'il fallait le faire découvrir aux Anglais aussi. Et les cuisses de grenouille n'ont jamais plus quitté la carte du Savoy. Ce plat-là est devenu un plat signature du Savoy. Donc ça a été un peu revisité avec l'ère des nouveaux chefs qui sont passés. C'est pas les nymphes à l'aurore, on appelle ça les cuisses de grenouille au Savoy. Au Savoy, Ritz a l'idée d'engager Johann Strauss et son orchestre pour créer un fond musical pendant les repas. Et le succès est éclatant. Il est presque impossible de décrire l'impact de Ritz et Escoffier sur la vie sociale du Londres de l'époque. Pour faire simple, avant le Savoy, les gens riches et influents recevaient avec leur propre chef, à la maison ou parfois à leur club. Après le Savoy, ils sortaient pour dîner. Dans le magazine britannique Truth, on peut lire Le Savoy se transforme en rendez-vous sacro-saint de l'aristocratie internationale, en oasis pour les artistes, en mecque des gourmets. Monsieur Escoffier devient une célébrité londonienne. Et c'est au Savoy, après avoir été admiré la cantatrice Nellie Melba dans Lohengrin, qu'il crée pour elle le dessert qui accompagnera sa légende. Une pêche ouverte en deux, une glace qui est semi-prise, c'est une crème glacée. La pêche est à température ambiante, encore pratiquement légèrement tiède. Donc là, on a un jeu de texture extrêmement savoureux qui fait tout de suite remonter l'arôme de la vanille. Et puis, cette liaison avec ce coulis de framboise. Et vous avez encore une fois un jeu de texture et de température qui laisse une émotion incroyable. Le savoir-faire est incroyable pour l'époque. Et on peut imaginer dans un hôtel, il y a un siècle, l'effet que devait faire la sortie d'un tel dessert. Quel spectacle! Ce devait être merveilleux pour la clientèle.
Et madame, si vous me le permettez, j'appellerai cette pêche à la melba. Voilà, donc c'est Escoffier. Alors il y a tout, il y a le savoir-faire faire parce qu'il y a toute une équipe qui l'aide à faire ça, et puis le faire savoir parce que, évidemment, cette pêche à la melba, pour la melba, eh bien, il y a la presse qui écrit sur la pêche melba. Ébloui par leur réussite au Savoy, un groupe d'actionnaires confie le lancement du Grand Hôtel de Rome à Ritz et Escoffier. Dans le même temps, César fonde la Ritz Development Company et débute des travaux pharaoniques place Vendôme, à Paris. Mais Richard d'Oylicart, le propriétaire du Savoy, prend ombrage de ses projets et accuse soudain César d'avoir fait disparaître pour des milliers de livres de bouteilles de Grand Cru et Auguste d'avoir reçu des pots de vin de ses fournisseurs. Le problème, c'est que Ritz lançait aussi ses propres hôtels à ce moment-là. Alors, est-ce qu'il avait utilisé ce vin dans l'intérêt du Savoy ou pour pousser ses autres projets? Ils ont été virés sans beaucoup prendre de gants. Et ils n'ont jamais recommencé. Ils avaient compris que bien que ces pratiques soient très répandues, eux ne pouvaient pas se les permettre. Ils quittent le Savoy d'autant plus facilement qu'ils viennent d'être contactés par les actionnaires du premier Carlton, alors en construction à Londres. Et qu'à Paris, les travaux du Ritz sont pratiquement terminés. Le Paris qu'ils retrouvent est de nouveau en ébullition. C'est la belle époque. Optimisme et insouciance dominent. Partout, on s'émerveille et on débat du foisonnement de découvertes scientifiques et de productions artistiques. Le sport, vanté par Pierre de Coubertin, devient une activité très répandue. Cafés et cabarets, salles de concert et salons sont fréquentés par une bourgeoisie avide de distraction. L'exposition universelle de 1900 marquera bientôt l'apogée du rayonnement de la ville lumière. Au cœur de ce tourbillon frénétique, le Ritz Place Vendôme sera l'apothéose du modèle développé au Savoy. Escoffier dispose de tous les moyens nécessaires. Il va pouvoir cette fois créer des cuisines parfaitement adaptées aux nouvelles méthodes qu'il a mises en place. Le fourneau en long avec la plaque coup de feu, c'est quand même Escoffier, avec le poste d'envoi, les assiettes qui restent au chaud, les plats qui restent au chaud, tout ça c'est Escoffier. Il combine les apports fonctionnels de la modernité avec ce qui lui paraît devoir être conservé de la tradition, mais toujours avec un seul objectif, la perfection de la cuisine. Il préfère le cuivre au moderne aluminium, mais fait installer des ampoules électriques au-dessus de chaque fourneau. Il fixe la hauteur des tables et des étagères, mesure le nombre de pas qui séparent les différents postes, établit les circulations idéales. L'ergonomie du lieu en cuisine, le fait que le cuisinier n'ait plus qu'à se retourner sur son poste de travail, tout ça, on est dans du grand Escoffier. L'empreinte du maître fait partie intégrante de l'image de marque du Ritz. Récemment entièrement rénovée, la cuisine a conservé la trace évidente de l'esprit qu'il a impulsé à l'époque. Au moment où nous parlons, nous avons toujours cette organisation. C'est une organisation qui est complètement différente d'un restaurant classique.
On a bon nombre de clients ici, dans tous les univers possibles. On peut servir jusqu'à 1000 à 1200 couverts par jour. Donc il faut être très, très exigeant et très précis aussi sur l'utilisation des produits, sur les recettes. D'ailleurs, moi, on lui a pas fait de chevreuil avec de l'huile d'olive, là? Oui, chef. Le chef Nicolas Salles est le 10e successeur d'Auguste Oritz et l'actuel président de l'association des disciples d'Escoffier. Il reçoit régulièrement son prédécesseur, Michel Roth, pour cultiver la transmission de cet héritage. Être disciple d'Escoffier, c'est adhérer déjà à des principes, à des valeurs. Ces valeurs, on essaie de les véhiculer tous les jours dans nos cuisines. Hein. On parlait d'attitude, on parlait de respect, on parlait d'humilité. Souvent, on recevait des clients à cette table. Et souvent, ils nous disaient à la fin, on s'attendait à des services où ça criait de partout, avec quelquefois des mots un peu durs. Et au contraire, ils m'ont dit, c'est comme une pièce de théâtre, tout le monde a son travail, mais c'est incroyable. Alors je leur disais, mais vous êtes déçus qu'il n'y ait pas eu ça? Ils me disent, non, au contraire, on est impressionnés par le travail de chacun, c'est de l'orfèvrerie, il y a juste des regards. Vous voyez, moi dans mes cuisines, ce que j'aime bien aujourd'hui, c'est qu'il n'y ait pas trop de bruit, que ça soit du silence. Si on a besoin de transmettre une information, on va essayer de la chuchoter, on va essayer de communiquer autrement. Le oui chef n'est pas forcément une option. Ce qui est important de toute façon, c'est qu'il y ait une osmose, il y ait une ambiance de travail, il y ait vraiment une complémentarité entre tous. Je vous le refais comme ça. Je peux le refaire. Ouais, ça c'est plutôt intéressant visuellement, je trouve. La déclinaison au niveau de l'artichaut. Il rajoute quelque chose ici, au centre? Non, on laisse ça comme ça. Pas du tout. Parce que là, il pourrait peut-être un petit point qui pourrait être la liaison de ça. Avec les salades d'artichaut, c'est surtout des vinaigrettes, quoi. Il pourrait y avoir une petite vinaigrette qui pourrait être liée visuellement. Tu sais, ce qui pourrait être intéressant, c'est peut-être... c'est quoi les petites fleurs, là, Camille? C'est des jus chef, pour amener un petit peu de vivacité. En tout cas, visuellement, c'est élégant. Et je pense qu'un chef, à notre époque, il doit être serein, il faut être présent tout le temps, donner l'inspiration à ses collègues, à ses seconds, pour qu'ils fassent en sorte que chaque plat qui sort de la cuisine soit parfait. C'est pour chaque fois un nouveau client, quoi. Donc c'est ça aussi la cuisine d'Auguste Escoffier. En 1898, le succès du Ritz est immédiat. Il devient à la mode de s'y retrouver chaque jour à 17 h. Et ces dîners de gala deviennent un véritable rituel parisien. Comme à Londres, les attentions de M. Ritz et la cuisine raffinée de M. Escoffier attirent les élégantes. La belle Otero, pour qui le baron Olstrader confie des perles à Escoffier afin qu'il les cache dans des soufflets. Émilienne d'Alençon, favorite de Léopold de Belgique. Gaby Delis, maîtresse du roi Manuel du Portugal. Mais Auguste est aussi sollicité à l'occasion de tous les grands événements qui marquent le Paris de son époque. C'est lui qui prépare le pique-nique qu'emporte Alberto Santos Dumont lors de son premier envol en ballon au-dessus du jardin d'acclimatation. Pour Escoffier, la preuve de l'efficacité et de la reproductibilité de son système culinaire est désormais établie. Moins d'1 an après son arrivée, il confie les cuisines du Ritz à Gimond, chef formé par ses soins, et repart avec César Ritz pour l'Angleterre, où on les attend déjà pour lancer le Carlton. Cette fois, c'est sur César que s'exerce la plus grosse pression. Le Carlton est son grand retour à Londres. Sa revanche sur D'Oyly Carte et l'humiliation du Savoy. Ils sont arrivés, ils sont au sommet, c'est les meilleurs.
Il n'y a pas d'autres meilleurs que sur la planète, donc il les faut au Carlton. On se les paye, on s'offre la marque Ritz et on s'offre surtout la marque Escoffier en termes de, comme disent les Anglais, de food and beverage, pour se dire on va prendre ce qu'il y a de meilleur. Dès son ouverture, le Carlton devient le meilleur hôtel de Londres, reléguant le Savoy en seconde position. Selon une procédure désormais bien rodée, Escoffier s'est chargé de la conception et de l'installation des cuisines, des caves et du restaurant. Et il a réuni une brigade d'élite de plus de 60 cuisiniers. Il a les moyens, il a un chèque en blanc au Carlton. Faut le savoir, il va concevoir une cave hallucinante, il va concevoir des plats hallucinants. Auguste, 53 ans, est désormais maître Escoffier, l'incarnation de l'art culinaire moderne. Il vit à Londres, voit peu sa famille. Ses journées sont méticuleusement organisées. Il va découvrir le besoin de déléguer, d'abord parce que l'âge avance. Donc de rester au fourneau, de rester au passe-cuisine, d'être là sur les deux services, tout ça c'est oui avant 30 ans, encore possible entre 30 et 40, de plus en plus compliqué quand l'âge avance. Il se concentre sur les points qu'il considère essentiels. L'un d'eux est la supervision des achats. Il a personnellement choisi tous les fournisseurs. Une des choses qu'Escoffier a amené avec lui, c'est un système d'approvisionnement essentiellement basé sur la France. Des marchandises arrivaient chaque jour de Paris, avec des étiquettes à son nom, et tout était parfaitement organisé. Depuis Londres, il œuvre activement au rayonnement de la France et de ses productions. Escoffier est quand même un Français de son temps, c'est un patriote. Et ce patriote, il promeut les produits français, ce qui est toujours une stratégie d'aujourd'hui. Escoffier est le premier à le dire, si la cuisine française est si extraordinairement développée, extraordinairement élaborée et précise et merveilleuse, c'est parce qu'on a un socle de produits, de production extraordinaire, qu'on a les meilleures volailles, qu'on a des élevages formidables, des fruits et des légumes délicieux. Les quantités consommées au Carlton font de lui le premier importateur de produits culinaires français de luxe en Angleterre. Ces plats établissent la réputation internationale des canetons de Rouen, des agneaux de Béhague, des foie gras d'Alsace et du Périgord. Ils deviennent aussi garants de la prospérité des producteurs français. Pour répondre à sa demande, ils vont développer la culture des asperges vertes de Loris ou celle des tomates du Vaucluse. Auguste Escoffier est l'un des premiers grands ambassadeurs des produits français à l'étranger. Il a su mettre ses produits en valeur, il a su les faire connaître, il a su les faire reconnaître. Et même si aujourd'hui les sources d'approvisionnement se sont diversifiées, ces produits sont restés des marqueurs de la haute gastronomie. On en est où avec la salle, là, Stéphane? 1 minute, chef. Ok. Il y a quand même un côté, je dirais pas chauvin, mais les sols viennent de France. Le turbot, l'agneau du pré-salé, la truffe, on la prend du Périgord. Le foie gras vient des Landes. Donc voilà, il y a quand même des produits qui sont français, on va dire, d'image, qu'on importe assez facilement. Au Royaume-Uni, l'année 1901 est marquée par la mort de la reine Victoria. Le fidèle prince de Galles devient Édouard VII d'Angleterre. Et il confie bien sûr à César Ritz l'honneur suprême d'organiser au Carlton le dîner de son couronnement prévu en juin de l'année suivante.
L'hôtel affichait complet. Tout était réservé depuis des lustres. Les cuisines étaient en pleine préparation et soudain, 2 jours avant le couronnement, il a été repoussé parce qu'Édouard VII devait subir une opération. Tous les invités annulaient leurs réservations. C'était la catastrophe. Ritz franchit le seuil de l'hôtel et s'effondra évanoui, victime d'une grave crise de nerfs. Ritz ne se remettra jamais de cet accès de dépression. Désormais privé de son partenaire et ami, Auguste allait devoir incarner seul, par sa cuisine, l'image de marque du palace. Escoffier sait faire un palace. Maintenant, on lui aurait demandé d'ouvrir un palace à Singapour ou de l'ouvrir à New York ou de l'ouvrir n'importe où dans le monde. Il savait le faire parce qu'il en avait tous les codes de fonctionnement, les codes opérationnels, mais aussi les codes de revenus. C'est-à-dire, il savait comment faire de l'argent, du revenu avec un département Food and Beverage. Ça, mais il y a encore. C'est bien ça. Si vous voulez ça aussi. Au Carlton, il va multiplier les prouesses d'organisation de banquets et continuer d'inventer de nouveaux plats de plus en plus audacieux au rythme d'au moins 1 par mois. Encore aujourd'hui, quand je dresse une japonica, on me dit « Oh, non mais c'est d'une modernité quoi ?» Je dis « Non mais c'est de l'Escoffier, c'est 1903 ». Auguste reprend aussi l'idée testée au Savoy du menu à prix fixe. Une proposition faite par le chef d'un menu complet, adapté à un budget donné et au goût d'un client spécifique. C'est vraiment lui qui a créé cette nouvelle manière de manger au restaurant. Ce que faisait Escoffier à l'époque me fait penser au menu omakase japonais qui s'adapte vraiment très subtilement et délicatement à chaque client. Mais surtout, il consacre de plus en plus de temps à l'écriture. Il a commencé à écrire pour théoriser la cuisine, l'expliquer dans tout son sens. C'est pas comment on fait, c'est pourquoi on fait un jus de viande comme ça, pourquoi on applique tel type de cuisson, pourquoi on rééquilibre une amertume par tel ou tel sucre, etc., etc. Pendant des années, il nourrit une chronique dans la revue L'Art culinaire. Et avec l'aide de plusieurs de ses disciples, il travaille à son grand œuvre. On va mettre ça de l'autre côté, comme ça. Oui. Verser un public. Le guide culinaire paraît finalement en 1902. Parfait. Le guide culinaire, c'est quand même 5000 recettes. Je ne sais plus combien de pages, 800 pages, quelque chose comme ça. Et on se plonge là-dedans, on découvre des noms de sauces incroyables, des plats, des viandes, des légumes, des salades extraordinaires, toutes sortes de préparations, mais dont l'esprit est très familier, puisque c'est vraiment finalement la structure, la colonne vertébrale de notre cuisine actuelle. 40 grammes. Ce guide est une véritable encyclopédie qui transmet pour la première fois, avec une précision quasi scientifique, toutes les recettes et techniques de base du système culinaire qu'Auguste a développé. Il va devenir, pour les générations suivantes, un des socles de l'apprentissage de la gastronomie à la française. Quand j'ai commencé mon métier, on m'a dit « Il faut que vous achetiez le guide culinaire d'Escoffier et le répertoire de la cuisine qui était fait par 2 anciens d'Escoffier. » C'était cette philosophie, ça représentait vraiment l'identité, ça représentait vraiment la gastronomie française, l'excellence. C'était toujours incroyable de réaliser une sauce qui était dans le livre, parce qu'il y avait beaucoup de travail dessus, c'était de la précision, du détail. Déjà à l'époque, on voit que c'était le sens du détail jusqu'au bout, il fallait qu'elle soit brillante, luisante, goûteuse bien sûr, et avec beaucoup de saveur. Et voilà, ça c'est Escoffier quoi. Avec cet ouvrage,
et ceux qui vont lui succéder, Escoffier achève de devenir un repère. Il est d'une modernité incroyable. Il a compris qu'il était une marque. Il a compris que cette marque se vendait bien. Il a compris que cette marque véhiculait un certain nombre de valeurs, mais de valeurs aussi monnayables. 1905 voit la création du nouvel hôtel Ritz de Londres. Et le développement de la Ritz-Carlton Company l'entraîne déjà vers de nouveaux territoires. La Hamburg American Line lance son premier paquebot de luxe, conçu pour rallier les États-Unis. Et il est chargé de la mise en place des cuisines et du restaurant du bord. C'est en travaillant à l'aménagement de ces véritables palaces flottants qu'il va prendre pied sur le continent américain. Le New York de ces années-là est en train de dépasser Londres en tant que plus grande ville du monde et modèle de modernité. L'immigration européenne est à son pic et les premiers gratte-ciel poussent déjà. Des industries naissent et des fortunes colossales se font. Auguste y voit un gigantesque territoire aux possibilités illimitées, pratiquement vierge de toute culture culinaire et entièrement tourné vers l'avenir. Les États-Unis sont en plein essor, mais le modèle reste européen, quand il s'agit de culture. Donc, pour les États-Unis, il n'y a de bon bec que Paris. Et Paris, avec l'accent anglais, c'est parfait, donc c'est Escoffier. La marque France se vend bien, donc il va arriver aux États-Unis avec toute l'aura d'Escoffier, tout l'aura du Savoy, tout l'aura du Carlton, tout son savoir-faire. Lorsqu'il revient superviser la mise en place des cuisines des premiers Ritz-Carlton d'Amérique, à New York et Pittsburgh, c'est en conquérant. Avez-vous goûté à nos produits Alors, que pensez-vous de New York? Interviewé par un journaliste du New York Times, il ne fait pas mystère de son projet. Ouvrir grandes les portes du Nouveau Monde à la cuisine française et à ses chefs. Il y a dans ce pays de la place pour 15 à 20 000 chefs. Ils devraient être encouragés à venir et être traités comme des artistes et non comme des ouvriers. Et que pensez-vous de la cuisine américaine? Les chefs européens devraient avoir leur traversée payée et leur emploi garanti à l'arrivée. Les Américains y gagneraient de pouvoir déguster des repas aussi bons qu'à New York, partout aux États-Unis. Il y a cette idée que Escoffier va évangéliser la gastronomie française. Et il va le faire aux États-Unis. Profitant du développement rapide des palaces sur le continent américain, Auguste va placer dans le pays plus de 2000 cuisiniers formés par ses soins. Placer des disciples, c'est aussi placer une forme d'immortalité. De gens qui perpétueront votre discours, votre façon de faire et probablement votre marque. Il choisissait des gens dans sa propre équipe. Il les envoyait démarrer des cuisines à l'autre bout du monde, sachant qu'il cuisinerait ses recettes selon ses préceptes. C'est ainsi que cette nouvelle version de la cuisine classique s'est répandue dans le monde directement au travers de l'influence d'Escoffier. En 1909, Auguste fête à Londres son jubilé. Il a 63 ans, dont 50 passés en cuisine. Et il est temps pour lui de parachever son œuvre par un coup d'éclat spectaculaire. Il a compris que le développement des nouveaux moyens de transport et surtout de communication mettait désormais le monde entier à la portée de sa cuisine. Encore une fois en avance sur son temps, il anticipe la mondialisation à venir. En 1911, il fonde avec Théodore Gringoire une nouvelle revue, le Carnet des piqûres.
et il crée la Ligue des gourmands. Son objectif est de démontrer partout dans le monde l'excellence de la cuisine française. Et pour ce faire, elle va prendre en charge l'organisation d'un événement exceptionnel auquel il donne le nom de dîner d'Épicure. L'idée était révolutionnaire. Très simple dans le fond, mais révolutionnaire quand on pense surtout aux moyens de communication qu'il y avait à l'époque. C'était de créer un menu de haute cuisine française, le transmettre à différentes cuisines, restaurants, hôtels ailleurs dans le monde, et tout le monde allait servir ce menu, le même menu, au même moment, dans différentes parties du monde. Le 18 mai 1912, le premier dîner d'Épicure réunit 300 personnes au Cécile à Londres et plus de 4000 dans 37 restaurants dispersés dans le monde. Les convives peuvent échanger leurs impressions grâce au télégraphe et au téléphone. Les premiers télégrammes de soutien qui arrivent au Cécile sont signés Sarah Bernard et Jean Richepin. Je suis là parmi vous, je prends part à cette jolie fête si française. Mes deux mains se tendent vers notre grand poète Richepin, vers mon cher ami Escoffier. Vive les dîneurs et les dodineurs auxquels de tout cœur je me joins, pour glorifier le grand art que fut et doit rester notre cuisine, cette rose unique arrosée par les vins de France. En termes d'impact médiatique, c'est extrêmement fort. Donc vous touchez toutes les bourgeoisies planétaires. Il faut manger ce que brûle Escoffier. Pendant 3 ans, ces dîners vont se succéder au rythme d'un tous les 2 mois, rassemblant de plus en plus de convives et suscitant de plus en plus d'échos dans la presse. C'est du marketing. Hein, c'est du marketing, c'est créer un événement, voilà, créer un événement mondial. Et aujourd'hui, si le tourisme gastronomique français est autant important, je pense que c'est dû à des démarches comme ça. Le 14 juin 1914, plus de 140 restaurateurs dans le monde participent au dernier dîner d'Épicure. Carême disait le jour où il n'y a plus de cuisine, le jour où il n'y a plus de gastronomie, il n'y aura plus de lien social. Et je crois que Escoffier, il est comme ça, et il se dit, effectivement, si les gens ne se parlent plus, si les gens ne mangent plus ensemble, eh bien c'est la catastrophe. Les gens vont se séparer, voire vont s'entretuer. Le 28 juillet 1914, la guerre est déclarée. Dès la première année, Auguste perd son fils, Daniel, au combat. Pendant toute la durée du conflit, c'est en patriote qu'il continue à faire tourner les cuisines du Carlton. À la signature de l'armistice, il y sert un repas de 712 couverts. Et l'année suivante, il devient le premier chef à recevoir la Légion d'honneur. À 74 ans, il quitte officiellement les fourneaux, mais pas la cuisine. Escoffier, quand on regarde un peu ses traits de caractère, il a cette forme d'impression d'immortalité. Il se dit, tant que j'ai pas soufflé la veilleuse, il n'y a pas de raison que je m'arrête. Ça ne fait pas partie de ces chefs et de ces chefs d'entreprise qui considèrent qu'il y a une retraite. Donc, Escoffier n'envisage pas la retraite. Auguste va encore participer à la mise au point du célèbre bouillon cube et de la poule au pot pour Julius Magie. Et pour la décennie suivante, il devient l'ambassadeur mondial de la gastronomie française.
Invité et honoré dans tous les rassemblements professionnels, il est le premier chef au monde à accéder au statut de star internationale. En 1930, à l'occasion de l'inauguration du Pierre, le plus luxueux des hôtels new-yorkais, ses disciples organisent un gigantesque dîner de gala pour fêter ses 85 ans. Je pense qu'à ce moment-là, il a réalisé qu'il avait presque transcendé son statut de chef, qu'il était devenu quelque chose de plus grand. Il avait accompli le rêve de sa vie. Maintenant, les gens pouvaient porter fièrement le nom de chef de cuisine. Ils n'étaient plus de simples cuisiniers, ils étaient devenus des professionnels, œuvrant dans un milieu qui inspirait le respect. Le 12 février 1935, Auguste, 89 ans, s'éteint modestement auprès de sa femme à Monte-Carlo. Il vient tout juste de publier son dernier livre, Ma cuisine. Près d'un siècle plus tard, la philosophie et la cuisine d'Auguste restent des références pour les cuisiniers du monde entier. Marqueur de cette influence, l'association des disciples d'Escoffier compte actuellement plus de 30 000 adhérents dans le monde. C'est vrai que dans tous les pays du monde, les disciples sont présents et ils prêchent la bonne cuisine, on va dire. Et ça démontre quand même que cette cuisine-là, c'est celle qu'on aime faire et qu'on a envie de faire, que ce soit en France ou dans tous les pays du monde. L'une des clés de l'importance de cette descendance, c'est qu'en façonnant les bases d'un art culinaire moderne, Escoffier avait à cœur de laisser une large place à l'inspiration des générations à venir. D'autres viendront demain, qui reprendront notre œuvre, qui la remanieront, qui la transformeront pour l'adapter à des besoins nouveaux. Ce sont là les conséquences inévitables du progrès. Dans l'avant-propos du guide culinaire, il écrit « Alors que tout se modifie et se transforme, il serait absurde de prétendre fixer les destinées d'un art qui relève par tant de côtés de la mode et est instable comme elle. » C'est à la fois très visionnaire et d'une grande modestie. Et les chefs français ne cessent aujourd'hui de redécouvrir la modernité de l'œuvre d'Escoffier. Escoffier revient, parce que on sent que cette cuisine-là, elle est toujours moderne, même si elle a évolué, elle est toujours présente. Donc même les chefs actuels sont toujours, quand on regarde un peu, quand on va manger dans le restaurant, on se rend compte que quelque part, il y a toujours un peu d'Escoffier dans les assiettes, quoi. Dans l'ouvrage qu'il lui a consacré, son disciple Talamas ajoute « Escoffier était un apôtre. Et l'important pour un apôtre, ce ne sont pas les richesses, mais les disciples qui vont transmettre son message aux générations à venir. Le premier et le plus important de ses enseignements était que le but principal d'un cuisinier est la perfection. Et quels moyens conseillait-il pour l'atteindre? La simplicité et l'honnêteté.